99%. Réfléchissez un instant à ce chiffre. Plus de 99% de toutes les espèces ayant jamais existé sur cette planète sont aujourd'hui éteintes, disparues à jamais. Notre monde repose sur les fantômes d'un milliard d'expériences ratées. Mais si je vous parlais d'une époque où l'extinction elle-même a failli devenir obsolète, parce qu'il ne restait presque plus rien à anéantir, un événement si dévastateur qu'il a frôlé la stérilisation complète de la planète, appuyant sur le bouton « réinitialiser » de la vie. Voici l'histoire de la Grande Mort, le jour où le cœur de la Terre a presque cessé de battre. Si vous écoutez ces récits pour vous endormir, c'est exactement pour cela que je les crée. Les histoires de notre planète sont les plus grands épopées jamais racontées. Alors, abonnez-vous peut-être, et dites-moi où vous êtes, et quelle heure il est. Je lis les commentaires. C'est comme partager un petit déjeuner avec quelqu'un à Londres, pendant qu'une autre personne, en Californie, s'apprête à aller dormir. Un rappel que nous partageons tous, ce minuscule caillou flottant dans l'obscurité. Avant de plonger dans un monde vieux de 252 millions d'années, assurez-vous de cliquer sur « S'abonner ». Vous ne voulez pas manquer la suite. Imaginez la scène. Vous êtes debout au bord d'un océan vaste et silencieux. L'air est dense, lourd et contient plus d'oxygène que ce à quoi vous êtes habitué, vous rendant étrangement alerte. Le soleil dans le ciel est le même, mais le monde qui l'éclaire est étranger. Il n'y a ni oiseaux, ni fleurs. Les plantes qui bordent la côte ne ressemblent à rien de connu. D'immenses fougères hautes, comme des arbres, et d'étranges conifères portant des cônes, qui semblent vibrer d'une vie antique. Nous sommes sur Terre pendant la période permienne, et en ce moment, la vie foisonne. Depuis des millions d'années, l'évolution est en pleine frénésie créative, façonnant un monde stable, prospère et peuplé de créatures plus étranges que toutes les fictions. Toutes les terres de la planète sont réunies en un seul supercontinent colossal. Nous l'appelons la Pangée. Ce n'est pas seulement un assemblage de continents, c'est le cœur battant de la planète, une masse terrestre si gigantesque qu'elle crée son propre climat brutal. À l'intérieur, s'étendent des déserts plus vastes que tout ce qui existe aujourd'hui, cuits sous un soleil impitoyable. Mais le long des côtes et des fleuves, la vie prospère d'une façon presque inimaginable. Ce n'est pas encore l'ère des dinosaures. Pas encore. C'est un monde différent, plus ancien, et à bien des égards plus monstrueux. C'est l'âge des synapsides. Vous pourriez voir la créature la plus célèbre de cette époque, le dimétrodon au dos voilé, et croire que vous contemplez un dinosaure. Mais non, vous regardez quelque chose de bien plus important, un animal plus proche de vous que de n'importe quel T-Rex. Ils furent la première grande dynastie à régner sur la Terre. Ni vraiment reptiles, ni vraiment mammifères. Une troisième voie, le premier brouillon de l'évolution vers nous. Et ils avaient perfectionné l'art de survivre. Pendant des dizaines de millions d'années, ils furent les maîtres incontestés de ce monde. Des herbivores gros comme des rhinocéros, à la peau épaisse et cuirassée, broutaient les fougères robustes. De plus petites créatures rapides chassaient dans l'épaisse végétation. Et au sommet de cette chaîne alimentaire impitoyable se trouvait un prédateur qui ferait frémir même un tyrannosaure. Imaginez un loup croisé avec un tigre à dents de sabre, mais bâti comme un ours. Voici le gorgonopsien, une machine à tuer synapside. Prédateur ultime du Permien, armé de gigantesques canines en forme de dague et d'une foulée puissante et efficace qui leur permettait de rattraper presque n'importe quelle proie. Leurs fossiles montrent qu'ils étaient goffés pour une seule chose, la domination absolue. Pendant des millions d'années, les gorgonopsiens et leurs semblables furent les rois. Leur monde formait un système parfaitement équilibré de proies et de prédateurs, une danse de vie et de mort chorégraphiée sur un laps de temps immense. La Terre leur appartenait, mais le véritable spectacle se déroulait dans les océans. Les mers du Permien étaient un aquarium planétaire, une explosion d'expérimentation évolutive. Les trilobites, ces créatures cuirassées semblables à des insectes qui dominaient les mers depuis 270 millions d'années,
jouaient leur dernier acte. Mais ils étaient toujours là. D'immenses récifs, plus grands que la grande barrière de corail d'Australie, s'étendaient le long des eaux côtières peu profondes. Mais ces récifs n'étaient pas faits des coraux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient donc construits par d'étranges éponges en forme de vase et d'autres organismes filtreurs, créant de véritables cités sous-marines pour des milliers d'espèces. D'énormes scorpions de mer, longs comme un homme, rôdaient sur les fonds marins. Des requins étranges, aux nageoires en forme d'enclume, patrouillaient les eaux. Et la forme de vie dominante, l'animal visible le plus commun dans ces mers, était le brachiopode. Il ressemblait à des palourdes, mais était une catégorie de créatures totalement différentes, tapissant le plancher océanique en colonies denses de milliards d'individus. La vie avait trouvé son équilibre. Sur Terre, un écosystème stable et florissant, dominé par de puissants proto-mammifères à sang chaud. Dans la mer, un réseau complexe et interconnecté qui avait perduré plus longtemps que l'existence de l'humanité. Tout fonctionnait. Le climat était prévisible, les saisons régulières. La vie se trouvait dans un état d'équilibre parfait, brutal mais harmonieux. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? C'est là que réside la terreur. Rien ne semblait anormal. Si vous aviez été une créature du Permien tardif, vous n'auriez eu aucune raison de croire que votre monde n'était pas éternel. Vos ancêtres avaient survécu aux ères glaciaires, aux impacts d'astéroïdes et à d'innombrables extinctions plus petites. Les règles de la survie étaient gravées dans la pierre depuis des éons. Mais ce monde parfaitement fonctionnel et incroyablement prospère, était un monde condamné. Chaque créature, du plus petit insecte au plus redoutable gorgonopsien, vivait à crédit. Car, à l'autre bout du supercontinent, profondément sous ce que nous appelons aujourd'hui la Sibérie, un monstre géologique s'éveillait, une force si immense qu'elle allait déchirer la planète, empoisonner les océans et étouffer le ciel. Les maîtres incontestés de la Terre, sans rivaux ni challengers, vivaient sur une bombe à retardement, et la mèche venait d'être allumée. Pour comprendre réellement ce qui a été perdu lors de la Grande Mort, il faut d'abord connaître ceux qui régnaient sur le monde, qui allaient brûler. Il faut regarder droit dans les yeux les prédateurs ultimes du Permien. Oubliez les dinosaures, ils ne sont qu'un remplacement, une dynastie surgit des cendres d'un royaume bien plus ancien et, sans doute, bien plus prospère. Pendant près de 50 millions d'années, le sommet de la chaîne alimentaire n'appartenait pas aux reptiles. Il appartenait à nos propres parents monstrueux et lointains, les thérapsides, et leur roi s'appelait les gorgonopsiens. Le nom lui-même ressemble à un cauchemar, visage de gorgone. Les premiers paléontologues qui ont mis au jour leurs crânes, frappés par leur apparence féroce, les ont baptisés d'après les monstres mythiques de la Grèce antique, et le nom leur va parfaitement. Imaginez ceci, vous êtes accroupis dans un fourré de fougères géantes du Permien. L'air est humide, chargé d'une odeur de terre et de décomposition. Un bruit se fait entendre, pas un rugissement, mais un souffle lourd, régulier, comme un gigantesque soufflet. Une ombre vous recouvre et vous levez les yeux. Au-dessus de vous se tient une créature de la taille d'un grizzly, mais plus élancée, plus rapide, conçue pour une seule chose, tuer. Sa tête est massive, un bloc de muscles et d'os, mais ce sont ses dents qui vous paralysent. 2 énormes canines en forme de sabre, longues d'1 pied, descendent de sa mâchoire supérieure. Elles ne servent pas à mâcher, elles sont faites pour transpercer, pour trancher la peau et la chair d'un seul coup dévastateur. Voici Inostrancevia, l'un des plus grands gorgonopsiens, et vous êtes sa proie. Ce qui rendait ces animaux si redoutables n'était pas seulement leur taille ou leur croc, mais leur conception même. Ils étaient une fusion parfaite de caractéristiques reptiliennes et mammaliennes, puisant le meilleur des 2 mondes. Contrairement aux lézards aux pattes écartées de leur époque, leurs membres se trouvaient directement sous leur corps. C'est énorme. Cela leur permettait de se déplacer avec une démarche puissante et efficace, proche de celle des mammifères. Ils n'étaient pas des traînards. Ils poursuivaient. Ils pouvaient courir, chasser et dépasser leur proie sur de longues distances. Ils étaient des chasseurs d'endurance, dans un monde de sprinteurs.
Cet avantage évolutif unique les plaçait bien au-dessus de tout le reste sur la terre ferme. Ils étaient les loups à la porte de chaque autre créature, et leur sens s'aiguisait. Leur crâne montre de larges ouvertures pour des muscles de mâchoire puissants, mais aussi des signes d'organes sensoriels spécialisés. De grandes orbites suggèrent une vue perçante. La structure de leur oreille interne devenait plus sophistiquée, et, contrairement aux reptiles qui avalaient leurs proies entières, les gorgonopsiens possédaient une dentition spécialisée, des incisives à l'avant pour agripper, ces énormes canines pour tuer, et de petites dents post-canines pour découper la viande. C'était le début du plan de base des mammifères. Ils prédigéraient leur nourriture, un comportement qui permettait un métabolisme plus rapide et une vie plus active. Ils n'étaient pas des tueurs à sang-froid, attendant le soleil pour se réchauffer. Ils étaient des traqueurs énergiques, à sang chaud, capables de produire leur propre chaleur. Ils étaient les moteurs du monde permien, et leur carburant était la chair. Vous pourriez les imaginer comme de simples brutes, mais leur succès raconte une autre histoire. Chasser efficacement dans un environnement complexe exige de l'intelligence. Les paléontologues pensent qu'ils chassaient probablement en meute, ou du moins en petits groupes familiaux, comme les loups modernes. Imaginez une bande de ces cauchemars à dents de sabre coopérant pour attaquer un troupeau de Scutosaurus, d'immenses herbivores cuirassés de plaques osseuses. Ce devait être une bataille de titans, une partie d'échecs stratégique et brutale, jouée dans les plaines inondées et couvertes de fougères de la Pangée. Les gorgonopsiens ne faisaient pas que tuer. Ils résolvaient des problèmes. Ils étaient les cerveaux dominants de leur temps, et ils n'étaient pas seuls au sommet. Le Permien était une galerie de merveilles évolutives. Les herbivores qu'ils chassaient n'étaient pas de simples sacs de viande ambulants. C'étaient des forteresses. Il y avait des créatures comme le Scutosaurus, un animal gros comme un hippopotame mais construit comme un château ambulant. Son nom signifie « lézard bouclier », et pour de bonnes raisons, son corps était couvert de plaques osseuses épaisses, une armure naturelle. Puis venaient les Moschops, des herbivores à l'allure étrange, au crâne massif pouvant atteindre 10 cm d'épaisseur, probablement utilisés dans de brutales joutes frontales pour la domination. Et peut-être le plus étrange de tous, l'Estemenosuchus, un grand herbivore ressemblant à un hippopotame, avec une couronne de cornes bizarres jaillissant de son crâne, indice de comportements sociaux complexes. C'était un monde de spécialistes, chaque niche était occupée. Chaque créature participait à une course aux armements qui se jouait sur des générations. Les plantes développaient des feuilles plus dures, les herbivores renforçaient de leurs mâchoires. Les herbivores s'armaient de cuirasses. Les prédateurs inventaient de nouvelles manières de les abattre. C'était une machine parfaitement réglée, qui fonctionnait, s'améliorait et se perfectionnait depuis des dizaines de millions d'années. Et les gorgonopsiens en étaient les maîtres ingénieurs, la force suprême qui maintenait tout l'équilibre. Ils éliminaient les faibles, régulaient les populations d'herbivores, et leur présence poussait l'évolution de tout ce qui les entourait. Pendant 50 millions d'années, si vous étiez un animal terrestre, votre vie se résumait à une vérité simple. Un gorgonopsien pouvait vous observer. Leur domination était totale. Leur règne semblait absolu. Ils étaient le pinacle de la création, le plus grand succès de l'évolution jusqu'alors. Ils avaient conquis chaque continent, car il n'y en avait qu'un. Ils s'étaient adaptés, avaient prospéré et perfectionné l'art d'être au sommet. Il faut comprendre cela. Il faut ressentir la permanence apparemment inébranlable de leur monde. Ces créatures n'étaient pas des êtres fragiles accrochés à l'existence. Elles étaient les rois, les tyrans, les dieux de leur époque. Et comme tous les dieux, elles pensaient probablement que leur règne durerait toujours. Mais leur monde parfait, leur royaume équilibré bâti sur la force, les dents et 50 millions d'années de succès étaient sur le point de devenir leur tombe. Le plus grand prédateur de la Terre allait bientôt être chassé. Par la Terre elle-même, pendant des millions d'années, le monde permien fonctionnait comme une horloge parfaitement réglée. Les saisons se succédaient, les pluies d'eau tombaient, et la grande danse du prédateur et de la proie continuait sous un soleil stable et prévisible. Les gorgonopsiens étaient des rois incontestés, le système fonctionnait, et la vie
dans toute sa brutalité, était prospère. Mais les menaces les plus mortelles sont celles qu'on ne voit pas, celles qui se développent en silence, dans l'obscurité. Alors que les souverains du Permien chassaient, une maladie se propageait dans les veines mêmes de la planète. Un cancer géologique métastasait au plus profond de la croûte terrestre, et il était sur le point d'éclater à la surface. Le méchant de notre histoire n'a ni dents ni griffes. Il porte un nom simple, presque banal, les trappes de Sibérie. Mais c'est, sans exagération, la caractéristique la plus terrifiante de la planète. Aujourd'hui, c'est une vaste région désolée au cœur de la Sibérie. Un paysage d'escaliers rocheux, s'étendant sur une surface plus grande que l'Europe de l'Ouest. Mais, il y a 252 millions d'années, c'était tout autre chose. C'était une plaie gigantesque, béante, dans la croûte terrestre, qui a saigné du feu pendant 1 million d'années d'affilée. Ce n'était pas un volcan. Comprenez bien cela. Un volcan est une montagne qui entre en éruption. Ici, c'est la Terre elle-même qui se déchirait. Les géologues appellent cela un événement de basalte de plateau, un terme clinique pour une catastrophe planétaire. C'est ce qui se produit lorsqu'un immense panache de manteaux surchauffés, issu des profondeurs de la Terre, perce la surface, non pas par un seul conduit, mais par un vaste réseau de fissures s'étendant sur des centaines de kilomètres. Ce n'est pas une éruption, c'est un déluge. Un flot de lave si immense qu'il ensevelit des paysages entiers, créant une nouvelle surface pour le monde, faite de roches volcaniques noires. Et pendant des milliers d'années avant l'événement principal, le monstre commença à s'agiter. Il envoyait déjà des murmures de l'horreur à venir. Imaginez ceci. Vous êtes un gigantesque Scutosaurus cuirassé, broutant une prairie de fougères à des milliers de kilomètres de la Sibérie. Un jour, la pluie qui tombe du ciel vous semble différente. Elle pique. Elle laisse sur les feuilles une légère odeur âcre. C'était le premier signe d'alerte. Les premières éruptions, plus modestes, des trappes de Sibérie injectaient d'énormes quantités de dioxyde de soufre dans la haute atmosphère. Ce gaz se mélangeait à l'eau pour créer de l'acide sulfurique, de la pluie acide. Au début, elle n'était pas assez forte pour tuer les forêts, mais suffisante pour les rendre malades. Les grands arbres fougères commencèrent à montrer des signes de stress, leurs feuilles jaunissant sur les bords. La délicate chimie des sols se transforma. Pour les amphibiens, créatures partagées entre l'eau et la terre, ce fut une attaque directe. Leur peau sensible et poreuse était leur faiblesse. Les rivières et les lacs, berceaux de leur génération, devinrent subtilement plus acides. Leurs œufs, pondus dans les eaux peu profondes, cessaient d'éclore. Des populations stables, depuis des millions d'années, commencèrent à décliner. C'était une peste silencieuse, un tueur mystérieux qui ne laissait aucune trace, sinon la mort. Les animaux du Permien n'avaient aucun moyen de savoir que leur monde était empoisonné à des milliers de kilomètres. Ils ne savaient qu'une chose. L'eau devenait amère et la planète tombait malade. Au même moment, un autre poison invisible s'infiltrait dans les océans, le dioxyde de carbone. Les premières éruptions relâchaient aussi des milliards de tonnes de CO2. Ce gaz, comme aujourd'hui, était absorbé par les mers. En se dissolvant, il modifiait la chimie fondamentale de l'eau. Les océans commencèrent à s'acidifier. Pour les innombrables créatures qui construisaient leurs abris en carbonate de calcium, les bâtisseurs de récifs, les brachiopodes, les ammonites, c'était une déclaration de guerre. Leurs coquilles, l'armure qui avait protégé leurs ancêtres pendant des centaines de millions d'années, devenaient plus difficiles à former. Leurs squelettes s'amincissaient, plus fragiles. Les grands récifs, véritables métropoles sous-marines, commencèrent à s'affaiblir. Ils ne mouraient pas encore, pas d'un seul coup, mais ils étaient assiégés par un ennemi invisible. L'eau qui leur donnait la vie cherchait désormais à les dissoudre, lentement et inexorablement. Mais comment une série d'éruptions dans un coin du monde pouvait-elle empoisonner une planète entière ? Cela semble impossible, non ? La réponse se trouve dans le ciel. L'atmosphère terrestre n'est pas une collection de poches d'air régionales. C'est un moteur global unique. Les gaz et particules projetés dans la stratosphère au-dessus de la Sibérie ne restent pas en Sibérie.
Ils sont happés par les courants jets et distribués à l'échelle mondiale en quelques semaines. Le poison issu de cette plaie béante dans la croûte terrestre était livré, méthodiquement, à chaque écosystème de la planète. Nul être vivant n'était en sécurité. Il n'y avait aucun refuge. Parallèlement à l'acide, la planète commençait aussi à faire de la fièvre. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Il piège la chaleur. À mesure que toujours plus de CO2 se déversait dans l'air, le thermostat terrestre grimpait. Le changement fut lent, presque imperceptible au début. 1 degré de plus ici, quelques degrés là. Les hivers devinrent un peu plus doux. Les calottes polaires commencèrent à rétrécir, à peine plus vite. Pour les animaux au sol, ces premiers stades de réchauffement global pouvaient d'avant même sembler agréables. Mais c'était un piège. Le système climatique, en équilibre délicat depuis des millions d'années, était poussé vers un point de bascule. Et la chose avec ces points de bascule, c'est qu'on ne sait qu'on les a franchis que lorsqu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Les rois du monde, les gorgonopsiens, poursuivaient leur vie comme si de rien n'était. Ils restaient les prédateurs les plus rapides et les plus puissants. Ils pouvaient encore rattraper une proie en fuite avec une efficacité terrifiante. Leur monde regorgeait encore de gibier. Ils étaient trop prospères, trop dominants pour remarquer les changements subtils qui se produisaient à la périphérie de leur existence. Ils étaient aptes comme un milliardaire sur le pont du Titanic, ignorant totalement que le navire avait déjà heurté l'iceberg à des kilomètres sous la surface. La vie suivait ses rythmes anciens, mais la planète elle-même devenait instable. Les fondations de leur monde pourrissaient en silence, et les architectes de ce monde, les prédateurs suprêmes, demeuraient aveugles. Nous le savons aujourd'hui parce que les preuves sont gravées dans la roche. Les géologues peuvent forer les couches de pierre des trappes de Sibérie et y lire l'histoire des éruptions, strate après strate de lave noire. Les paléontologues examinent les fossiles de la fin du Permien, de l'Afrique du Sud jusqu'à la Chine, et y voient les signes de stress. Ils analysent les isotopes chimiques dans la roche et identifient l'instant précis où le cycle du carbone de la planète est devenu fou. C'est une scène de crime planétaire et tous les indices désignent le même coupable. La Terre envoyait des signaux d'alerte depuis des millénaires, mais ses habitants n'avaient aucun moyen de les comprendre. Les chuchotements de sa fièvre à venir, les tremblements silencieux de sa maladie, allaient se transformer en un hurlement. La planète n'était plus seulement malade, elle allait devenir le tueur. Les avertissements silencieux étaient terminés. La fièvre subtile de la planète, l'acidification de ses océans, la maladie de ses forêts. Tout cela n'était que les secousses précédant le séisme, l'inspiration calme avant le cri assourdissant. Pendant des milliards d'années, le monstre sous la Sibérie s'était éveillé. Désormais, il allait se lever. Et lorsqu'il le fit, il libéra une vision d'enfer si totale qu'elle serait à jamais connue comme le début de la grande mort. Imaginez cela, le sol sous vos pieds, solide depuis toujours, depuis toutes les vies de vos ancêtres, ne l'est plus. Il commence à gémir, un son grave, résonnant, que vous ressentez dans vos os, plus que vous ne l'entendez. C'est le son d'un continent qui se déchire en deux. Puis, avec un rugissement cataclysmique qui éclipse le tonnerre, la terre s'ouvre. Ce n'est pas le sommet d'une montagne qui explose, c'est le sol lui-même, les plaines sibériennes, plates et stables, qui se fendent. Une fissure, une entaille dans le monde, apparaît à l'horizon, puis une autre, et encore une autre. D'immenses crevasses rougeoyantes, longues de centaines de kilomètres, traversent le paysage, comme si la planète n'était qu'une feuille de papier. Et de ces plaies jaillit le feu, non pas un panache de cendres isolées, mais un rideau continu de roches en fusion, jaillissant à des centaines, parfois des milliers de mètres dans les airs, tout le long de ces fractures. C'est un mur de feu qui s'étend d'un bout à l'autre de l'horizon. Ah, le ciel, il y a quelques instants encore, d'un bleu permien voilé, se transforme en un plafond tourbillonnant de noir et d'orange. Le soleil disparaît, effacé par un nuage de cendres si dense qu'il change le jour en une nuit terrifiante, éclairée comme par des torches. L'air, autrefois riche en oxygène, devient un mélange étouffant de dioxyde de soufre
et d'autres gaz volcaniques. Le bruit n'est plus une succession d'explosions, mais un rugissement unique, continu, qui ébranle le monde. C'est le cri d'une planète en souffrance. Voici la phase éruptive principale des trappes de Sibérie. Un spectacle de dévastation inimaginable. Le volume même de lave déversée dépasse ce que l'esprit humain peut concevoir. Au fil d'éruptions qui se poursuivirent par vagues pendant près d'1 million d'années, plus de 3 millions de kilomètres cubes de basalte inondèrent la Terre. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est assez de lave pour enfouir la totalité des États-Unis sous près d'1 kilomètre de roche, ou pour recouvrir la surface de la Lune d'une couche de 3 mètres d'épaisseur. Ce n'était pas une coulée de lave, c'était un océan de lave, une nouvelle surface en fusion déversée sur la Terre, ensevelissant tout ce qui existait auparavant. Des forêts de fougères géantes, dressées depuis des millénaires, furent vaporisées en un instant. Des rivières qui avaient creusé leur lit durant des âges s'évaporèrent, l'eau se changeant en vapeur avant même que la lave ne les atteigne. Le paysage tout entier était effacé, remis à zéro sous une mer de roches noires. Pour toute forme de vie prise dans cette zone immédiate, il n'y eut ni lutte, ni survie. Seulement l'anéantissement. Imaginez être le prédateur suprême, un grand gorgonopsien, roi de ce monde. Votre existence entière s'est déroulée au sommet de la chaîne alimentaire, sans aucune crainte. Vos sens sont aiguisés pour percevoir le moindre mouvement d'une proie. Mais aucun avantage évolutif ne pouvait vous préparer à cela. Le sol sous vos pieds devient votre ennemi. L'air que vous respirez se transforme en poison. Le ciel lui-même devient une pluie de feu et de cendres suffocantes. Vous êtes l'ultime prédateur, mais c'est le sol qui vous chasse. Il n'y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Au cœur de la Pangée, une région de la taille de l'Europe moderne fut simplement stérilisée, effacée de la surface de la planète. Mais l'horreur véritable, celle qui transforma ce désastre régional en une extinction globale, fut une coïncidence géologique terrifiante. Le panache mantélique qui alimentait les trappes de Sibérie n'a pas percé n'importe quelle croûte. Il a jailli directement sous le bassin de la Tunguska, l'un des plus vastes gisements de charbon, de pétrole et de gaz de toute la planète. La lave, chauffée à plus de 1100 degrés ouest, ne fit pas que recouvrir le sol. Elle enflamma les veines de charbon par en dessous. Elle mit le bassin tout entier en feu. C'est ce détail qui change tout. La planète n'a pas seulement ouvert une plaie de lave, elle a jeté la plus grande réserve de combustible fossile du monde sur un brasier planétaire. C'était à la fois une catastrophe géologique et une catastrophe industrielle, 252 millions d'années avant la révolution industrielle. La combustion du charbon relâcha dans l'atmosphère des quantités bibliques de dioxyde de carbone, de méthane et de métaux lourds toxiques, amplifiant de façon démesurée la puissance destructrice de l'éruption. Les cendres, qui retombaient, n'étaient plus seulement de la roche pulvérisée. Elles étaient chargées de mercure et d'autres poisons. Le CO2 projeté dans le ciel ne venait plus seulement du volcan. Il provenait de millions d'années de lumière solaire, stockée sous forme de charbon, libérée d'un seul coup. C'est l'instant où le système climatique de la planète se brise. L'équilibre délicat des gaz qui maintenait la Terre dans un état stable et propice à la vie depuis des millions d'années vola en éclats. La première décharge de dioxyde de soufre provoqua des pluies acides et un refroidissement temporaire, mais ce n'était que l'ouverture. L'acte principal fut l'injection colossale et incessante de gaz à effet de serre, provenant à la fois du volcan et des gisements en flammes. Le thermostat terrestre ne se contentait plus de grimper, il était arraché de son support. La planète était désormais enfermée dans une trajectoire irréversible vers un état de serre catastrophique. Pour les créatures vivant au cœur de la Pangée, le monde s'était achevé dans une tempête de feu, de cendres et de roches. Leur histoire était terminée. Mais pour le reste de la vie sur Terre, les brachiopodes des océans, les amphibiens des marais, les autres lignées de synapsides vivant à des milliers de kilomètres, le tueur était encore en route. Un nuage toxique et surchauffé, plus vaste qu'un continent, tourbillonnait et grossissait dans la stratosphère. Et le grand moteur de l'atmosphère, les courants jets, commençait à le transporter jusqu'au moindre recoin du globe. L'enfer s'était ouvert en Sibérie, mais ces démons allaient être livrés au monde entier.
Les incendies déchaînés en Sibérie n'étaient qu'un enfer local, une zone de sacrifice continental. Mais le véritable assassin n'était pas la lave, et c'était la fumée. Pendant des centaines de milliers d'années, cette immense plaie terrestre insuffla le souffle toxique des entrailles de la planète directement dans le ciel. Un colossal panache de dioxyde de carbone, de méthane, de soufre et de chlore, enrichi par la combustion de milliards de tonnes de charbon ancien, monta dans la stratosphère. Puis les courants G, ces grands fleuves aériens, s'en emparèrent. Ils commencèrent à diffuser ce poison, systématiquement, implacablement, vers chaque recoin du globe. Le désastre n'était plus régional, il était devenu aérien. Le monde entier était désormais attaqué. La première arme que la planète retourna contre elle-même fut la chaleur. Le volume de CO2 et de méthane qui s'échappait dans l'atmosphère dépassait tout ce que la Terre avait connu depuis des centaines de millions d'années. Ces gaz créèrent une couverture thermique étouffante autour du globe. Vous devez comprendre ce mécanisme. Il est simple et terrifiant. L'atmosphère devint une rue à sens unique pour l'énergie. La lumière du soleil pouvait encore entrer, mais la chaleur émise par la surface ne pouvait plus s'échapper. La Terre emprisonnait désormais sa propre chaleur, et la température commença à grimper, encore et encore. La fièvre planétaire, qui n'était qu'un murmure, devint un brasier délirant. Les températures moyennes mondiales auraient pu s'élever de plus de 10 degrés Celsius. Cela peut sembler peu, mais c'est la différence entre une agréable journée d'été et une vague de chaleur mortelle. Les zones climatiques du monde furent jetées dans le chaos. Les bandes tropicales luxuriantes autour de l'équateur, autrefois berceau de biodiversité, se transformèrent en fours. Les zones tempérées, là où la plupart des formes de vie prospéraient, s'asséchèrent, les sols se craquelant sous un soleil implacable. D'immenses déserts, à l'échelle des continents, commencèrent à s'étendre, engloutissant les prairies de fougères et les rares forêts. Les grandes calottes polaires, stables depuis des âges, se mirent à fondre à un rythme sans précédent. Le monde était en train de cuire. La deuxième arme, c'était la pluie. Le dioxyde de soufre, désormais diffusé à l'échelle planétaire, continuait de provoquer des pluies acides. Mais ce n'était plus la pluie douce, simplement stressante pour les arbres, qui avaient donné les premiers signes d'alerte. C'était un déluge corrosif qui s'abattait sur chaque continent pendant des siècles. Imaginez une pluie si acide qu'elle arrachait les feuilles des arbres, ne laissant derrière elle que des forêts fantomatiques, squelettiques. Une pluie qui rendait le sol si acide qu'aucune nouvelle graine ne pouvait germer. L'élément même qui donne la vie, l'eau du ciel, s'était transformé en arme chimique. Les écosystèmes d'eau douce, les lacs et les rivières furent les plus durement touchés. Ils devinrent des soutes toxiques. Les poissons mouraient en masse, leurs branchies brûlées par l'acidité. Et les amphibiens, ces grands survivants du Permien, qui avaient réussi à échapper aux premières attaques acides, n'avaient désormais plus aucun refuge. Leur monde se dissolvait autour d'eux. Alors, la vie pouvait-elle simplement se cacher, se réfugier sous terre, ou trouver abri dans les dernières forêts encore debout? Le problème, c'est que la planète menait désormais une guerre sur un troisième front, et cette attaque venait d'une source encore plus insidieuse, le Soleil lui-même. Les éruptions volcaniques géantes n'avaient pas seulement libéré des gaz à effet de serre. Elles avaient aussi projeté dans la haute atmosphère des produits chimiques destructeurs d'ozone, des halogènes issus de la combustion des gisements de charbon. Ce cocktail de substances commença à déchirer la couche d'ozone terrestre, le bouclier de la planète, cette barrière fragile qui protège toute vie des rayonnements ultraviolets les plus dangereux du Soleil, était en train de se désintégrer. Imaginez la scène. Le Soleil, déjà réduit à une boule pâle et brumeuse derrière le smog volcanique, devenait maintenant une source de poison. La lumière qui parvenait jusqu'au sol n'était plus seulement de la lumière, c'était un déluge de radiations mutagènes et stérilisantes. Pour tout animal sortant à découvert, ce rayonnement UV était dévastateur. Cécité, cancer, brûlure de la peau. Mais la victime la plus grave
était la vie au niveau le plus fondamental. Les radiations déchiraient l'ADN des plantes, provoquant des mutations qui paralysaient leur reproduction. Le plancton des eaux de surface fut anéanti. La vie sur Terre était simultanément cuite par l'effet de serre, dissoute par les pluies acides, et désormais stérilisée par la lumière empoisonnée du soleil. Il n'y avait plus d'échappatoire. L'air, l'eau, la lumière, tout ce qui rend la planète habitable était devenu hostile à la vie. Pour les grands synapsides, c'était une apocalypse impossible à combattre. Un gorgonopsien pouvait terrasser n'importe quel rival, mais il ne pouvait pas vaincre la chaleur. Il ne pouvait rien contre l'acide qui détruisait sa nourriture. Il ne pouvait se cacher du soleil qui brûlait sa peau et ses yeux. Leur monde, celui auquel ils étaient parfaitement adaptés depuis 50 millions d'années, n'existait plus. Leur force, leur taille, leur métabolisme endotherme exigeant d'énormes quantités de nourriture, étaient devenus leur plus grande faiblesse. La toile alimentaire s'effondrait par la base. Les plantes moururent les premières, puis les grands herbivores cuirassés qui s'en nourrissaient commencèrent à mourir de faim. Les gorgonopsiens, rois du sommet de la chaîne, erraient désormais dans un monde mourant, entouré de fantômes. Nous pouvons lire cette histoire dans les roches. Couche après couche, les paléontologues observent l'effondrement. Dans les strates, juste avant l'extinction, on trouve une grande diversité de pollen fossilisés provenant de centaines d'espèces végétales. Dans celles qui suivent, on ne trouve presque plus que des spores de champignons fossilisés. On appelle cela le pic fongique, la signature d'un monde en décomposition. C'est l'empreinte d'une planète où les forêts ont disparu à l'échelle mondiale et où seuls prospèrent les champignons dévorant le bois mort. La terre mourait, brûlée par la chaleur, dissoute par l'acide, stérilisée par les radiations. La vie en surface était poussée au-delà de ses limites. Mais, croyez-le ou non, les horreurs terrestres n'étaient donc qu'un prélude. Le plus grand champ de mort de l'extinction permienne ne se trouvait pas sur les continents, il se trouvait dans les océans. Le berceau même de la vie sur Terre était sur le point de devenir un tombeau silencieux, suffocant et presque entièrement vide. La guerre sur la terre ferme n'était qu'un prologue. C'était une bataille de feu, d'acide et de radiation. Un massacre brutal qui avait transformé le cœur vert de la Pangée en un désert fongique. Mais la plus grande hécatombe de l'histoire de la Terre ne se jouait pas en surface. Elle se préparait dans les profondeurs. Les océans, ce vaste berceau mystérieux d'où toute vie avait émergé, allait devenir un cimetière planétaire. La maladie des terres saignait maintenant dans la mer, prête à déclencher une apocalypse qui ferait paraître les horreurs terrestres comme une simple introduction. Le premier coup porté aux océans vint de la chaleur, implacable, écrasante. L'effet de serre incontrôlable qui cuisait les continents chauffait aussi les mers. Les eaux de surface se réchauffèrent brutalement, et c'est là que le carnage commença, par une simple loi de physique. L'eau chaude retient moins de gaz dissous que l'eau froide, comme une canette de soda laissée au soleil qui perd toute son effervescence. Les océans perdaient leur oxygène. Ils perdaient, au sens le plus littéral, leur capacité à respirer. Pour les innombrables créatures dépendant de cet oxygène, du plus petit plancton au plus grand requin, chaque respiration devenait un peu plus difficile. La surface océanique se transformait en un mince film étouffant. Puis vint le second coup, conséquence directe de la mort des continents. Avec les forêts disparues, dépouillées par la pluie acide et stérilisées par les radiations, plus rien ne retenait le sol. Ainsi, lorsque les pluies toxiques s'abattaient, elles emportaient des milliards de tonnes de matière organique en décomposition, de sédiments et de cendres volcaniques vers les rivières, et de là, directement dans la mer. Aujourd'hui, nous appelons cela un ruissellement de nutriments, qui provoque de petites zones mortes localisées dans nos océans. À l'époque permienne, cela se produisit à l'échelle planétaire, d'un seul coup. Les océans furent gavés des cadavres des continents. Cet afflux massif de nutriments déclencha une monstrueuse prolifération d'algues et de bactéries dans les eaux de surface. Les mers devinrent une soupe épaisse, vert brun,
Un festin toxique, aussi bref que dévastateur. Car lorsque cette floraison colossale de vie mourut, toute cette matière sombra dans les profondeurs. Et là, dans l'obscurité, les bactéries chargées de décomposer la matière organique se mirent à l'œuvre. Ce processus de décomposition consomme de l'oxygène. Avec une planète entière de cadavres qui s'enfonçaient dans les abysses, les bactéries travaillèrent à un rythme frénétique, dévorant chaque dernière molécule d'oxygène dissous. Les océans commencèrent à se stratifier. Imaginez un verre d'huile et d'eau, les deux ne se mélangent pas. Les mers du Permien devinrent ainsi. En surface, une fine couche d'eau chaude, pauvre en oxygène, une soupe trouble. En dessous, un vaste royaume noir, totalement anoxique. Les abysses, qui représentent plus de 90% de l'espace vital de notre planète, s'étaient transformés en un vide étouffant. Pour toute créature incapable de rester dans cette mince couche de surface, et la plupart ne le pouvaient pas, le monde venait de s'éteindre. Mais l'horreur véritable restait à venir, car dans un monde privé d'oxygène, un autre type de vie prend le dessus. Dans ces ténèbres anoxiques, un nouveau royaume bactérien prospéra. Ce n'étaient pas les bactéries de notre monde, c'étaient des formes de vie anciennes, anaérobies, pour qui l'oxygène est un poison. Elles ne respirent donc pas l'oxygène, mais le sulfate. Et, se nourrissant de l'incessante pluie de matière en décomposition, elles relâchèrent leurs propres déchets. Un gaz d'une toxicité inimaginable. Du sulfure d'hydrogène. Le fond des océans devint une fosse septique à l'échelle planétaire, brassant un gaz si mortel que quelques inspirations suffiraient à tuer un être humain. Ce sulfure d'hydrogène satura les eaux profondes, exterminant ceux qui avaient survécu à l'anoxie. Et ce gaz fit pire encore. Il permit la prolifération d'une forme de vie plus étrangère encore, les bactéries pourpres et vertes, sulfureuses. Ces microbes prospéraient dans les eaux de surface éclairées par le soleil, mais privées d'oxygène, se nourrissant du sulfure d'hydrogène qui remontait. Les géologues pensent qu'atteignent que les océans du Permien tardif devaient offrir un spectacle terrifiant, presque irréel. En surface, une soupe verdâtre et trouble, et juste en dessous, une eau d'un violet spectral. Une mer pourpre, signe d'un monde empoisonné. Cela ressemble peut-être à de la science-fiction, un océan violet, empoisonné, bouillonnant d'un gaz mortel. Mais les preuves géologiques sont irréfutables. Dans les couches marines de cette époque, on trouve d'abondantes traces de pyrite, l'or des fous, un minéral qui ne se forme qu'en présence de niveaux élevés de soufre. On y découvre aussi des marqueurs biologiques précis laissés par ces bactéries vertes et pourpres. Les roches racontent l'histoire d'une mer devenue septique. Pendant des milliers d'années, ce breuvage toxique resta enfermé dans les profondeurs. Mais, à mesure que la planète continuait de se réchauffer, les frontières entre les couches océaniques se brisèrent. Le sulfure d'hydrogène, produit en quantité inimaginable, commença à remonter. Il se mêla aux eaux de surface. Et alors, l'arme ultime de la Terre fut libérée. Les océans empoisonnés commencèrent à dégazer. Le sulfure d'hydrogène, saturant la mer, se mit à bouillonner, à s'échapper dans l'atmosphère. Imaginez les rivages de la Pangée. Tout animal ayant survécu à la chaleur et à l'acide, tout être réfugié sur la côte, devait affronter un nouveau tueur invisible. Un brouillard toxique, à l'odeur d'œufs pourris, roulant depuis les vagues. Ce gaz, si mortel, pouvait tuer en quelques minutes, attaquant le système nerveux et paralysant le corps. Et en s'élevant dans le ciel, il infligea un dernier coup. Il attaqua les restes déjà fragiles de la couche d'ozone, accélérant sa destruction et laissant passer encore plus de radiations UV meurtrières. La planète gazait ses propres survivants. Ce fut le coup de grâce. Les trilobites, ces créatures qui avaient régné pendant 270 millions d'années, traversé glaciations et impacts d'astéroïdes, rencontrèrent enfin un ennemi invincible. Ils disparurent. Tous. Les grands scorpions de mer disparus. Les immenses récifs d'éponges et de brachiopodes anéantis. Plus de 96% de toutes les espèces marines
furent rayés de l'existence. Les océans devinrent une étendue silencieuse, stérile, empestant la mort, un mémorial toxique d'un monde perdu. Pour les créatures qui s'accrochaient encore à la vie sur les continents brûlés, le message de l'océan pourpre et agonisant était limpide. La source de toute vie était morte. Leur tour venait maintenant. Les océans étaient morts, une soupe pourpre, empoisonnée, exhalant un dernier souffle gazeux de sulfure d'hydrogène qui se répandait sur les côtes arides, tuant tout ce qu'il touchait. Pour les derniers survivants de la Pangée, c'était le message final, implacable. Le berceau de la vie était devenu un tombeau. La guerre pour la survie sur la terre ferme, une guerre qu'ils perdaient depuis des millénaires, entrait dans son ultime phase brutale. C'était l'apogée de la grande mort, le moment où la vie sur terre toucha le fond. Imaginez le monde hérité par les derniers géants du Permien. Un monde de fantômes. Les immenses forêts de fougères ont disparu, remplacées par des squelettes d'arbres sans feuilles, leurs troncs drapés d'un voile blanc de champignons. Il n'y a aucun chant d'oiseaux. Les oiseaux n'existent pas encore. Plus encore, il n'y a aucun son. Le bourdonnement constant des insectes, qui fut la toile de fond de la planète pendant 100 millions d'années, s'est tu. C'est la seule extinction de masse de l'histoire terrestre qui ait presque anéanti les insectes. Un événement si toxique, si total, qu'il a tué l'incassable. Le silence de l'apocalypse permienne devait être d'une folie écrasante. Les prairies de fougères, jadis peuplées de troupeaux d'herbivores cuirassés, sont maintenant des déserts de terre cuite et craquelés. Les grands fleuves, qui abritaient d'immenses amphibiens, coulent désormais lentement, noirs, engorgés de limons et des débris d'un monde mort. L'air lui-même est pauvre en oxygène, épais de brume volcanique et d'une subtile odeur d'œufs pourris, vestige du sulfure d'hydrogène venu des mers mortes. C'est une planète qui semble et sent la putréfaction. Dans ce monde agonisant, les derniers rois meurent de faim. Mettez-vous à leur place. Vous êtes un gorgonopsien, l'un des derniers de votre espèce. Toute votre vie, vous avez été un prédateur suprême, maître incontesté de votre domaine. Votre corps est une machine de mort, parfaitement ajustée, fruit de 50 millions d'années de domination évolutive. Vos dents sabres inspirent la terreur. Vos puissantes pattes peuvent distancer tout ce qui vit. Mais aujourd'hui, votre force est inutile. Vos crocs sont le monument d'un monde qui n'existe plus. Vous êtes un roi, sans royaume. Vous errez dans les forêts fongiques fantomatiques, tous vos sens en alerte. Mais il n'y a plus rien à chasser. Les grands troupeaux de Scutosaurus et de Mochops ont disparu. Vous trouvez leurs restes à moitié enfouis dans le sol couvert de cendres, des squelettes nettoyés, non par des charognards, mais par les bactéries et le temps. La société complexe du Permien s'est réduite à une planète de réfugiés, et vous en faites partie. La faim est une douleur constante, physique. Vous êtes un animal à sang chaud, une machine qui a besoin d'énergie, et votre monde n'a plus de carburant. Vous êtes réduit à traquer tout ce qui bouge, de petites créatures reptiliennes, les rares insectes encore en vie, peut-être même vos semblables, dans un ultime acte de survie. Mais il n'y a pas d'échappatoire aux lois de l'énergie. La chaîne alimentaire s'est effondrée. L'énergie qui, autrefois, circulait du soleil aux plantes, des plantes aux herbivores, puis à vous, a été coupée à la source. Les rois meurent de faim dans leurs châteaux en ruine, et ils ne sont pas seuls. Partout sur la planète, chaque écosystème s'effondre. Les chiffres en témoignent. Sur Terre, plus de 70% de toutes les espèces de vertébrés disparaissent de la surface de la Terre. Ce ne sont pas seulement des individus qui meurent, ce sont des branches entières de l'arbre de la vie qui sont tranchées à jamais. Des lignées évolutives complètes, des solutions uniques aux problèmes de la vie perfectionnées au fil des âges, sont simplement effacées. Les immenses amphibiens, maîtres des zones humides, disparus. Les étranges herbivores cornus, disparus. Les grands synapsides à voile dorsal, disparus. Et avec eux, les gorgonopsiens,
les plus grands prédateurs que le monde ait jamais connus, s'évanouissent, ne laissant que leurs dents fossilisées pour hanter l'avenir. La signature définitive de ce monde mort est le pic fongique. Quand les paléontologues fouillent les couches rocheuses marquant la frontière Permien-Trias, ils l'observent avec une clarté stupéfiante. Les strates inférieures regorgent de pollen fossile, témoignage d'un univers végétal foisonnant. Puis, dans la mince couche qui marque l'extinction, tout ce pollen disparaît. Et juste au-dessus, une explosion d'un seul élément, des spores fossilisés de champignons. Pendant des milliers d'années, la forme de vie la plus prospère et dominante sur les continents n'est ni une plante, ni un animal, mais la moisissure. La planète entière est devenue un gigantesque tas de compost, où seul le pourrissement prospère. Dans un monde où tout meurt, la survie est-elle vraiment une victoire, ou bien une malédiction? Être le dernier gorgonopsien, conscient que son monde n'existe plus, entouré des fantômes de ses proies et du silence de sa propre extinction. C'est un destin presque inimaginable. Telle est la véritable horreur de la grande mort. Ce n'était pas seulement la mort, c'était la fin du sens. La fin d'un monde qui avait fonctionné plus longtemps que nous ne pouvons le concevoir. L'univers avait appuyé sur la touche « supprimer » d'un fichier nommé « Permien ». La chaleur, l'acide, le rayonnement, l'anoxie, les gaz toxiques, une symphonie de destruction, une tempête parfaite contre laquelle la vie n'avait aucune défense. La terre n'était plus qu'un tombeau, marqué par le feu, enveloppé d'un voile empoisonné et hanté par un silence planétaire. Les grandes dynasties étaient mortes. Les rois avaient disparu. L'expérience des synapsides, nos lointains parents, avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'était, à toute fin pratique, la fin du monde. Mais le mot « presque » est le plus important de toute l'histoire humaine. La vie fut poussée jusqu'au bord de l'anéantissement. Mais elle ne tomba pas. Dans les recoins les plus sombres de ce monde agonisant, au milieu des ruines des anciens royaumes, quelques créatures étranges et résistantes refusèrent de laisser l'histoire de la vie s'achever. Oubliées, méprisées, modestes, elles s'apprêtaient à hériter de la terre. Le monde était un tombeau. L'air était poison, les mers sceptiques, et la terre un désert fongique silencieux, hanté par les fantômes de ces rois déchus. La grande expérience des synapsides, ce règne de 50 millions d'années de nos lointains cousins, avait pris fin dans le feu et l'asphyxie. Selon toutes les lois de la biologie et de l'évolution, la vie aurait dû échouer. La grande mort aurait dû être la conclusion de l'histoire. Mais dans les ruines de l'Apocalypse, quelque chose bougeait encore. Sous le sol brûlé et stérilisé, dans des terriers creusés profondément, quelques créatures improbables avaient survécu à la tempête. Elles n'étaient ni fortes, ni rapides, ni puissantes. Elles étaient humbles, discrètes, des survivantes. Et leur récit allait devenir le plus improbable retour de toute l'histoire de la planète. Voici le héros de notre histoire, l'Hystrosaurus, sans doute le sauveur le plus étrange et le plus modeste qu'on puisse imaginer. Imaginez une créature de la taille d'un cochon, au corps trapu et massif, se déplaçant d'un pas maladroit, presque reptilien. Pas de dents en sabre comme les gorgonopsiens, pas d'armure comme les scutosaures. Presque pas de dents du tout, en réalité. À la place, un épais bec de tortue et deux petites défenses qui pointent de la mâchoire supérieure. À vrai dire, un animal d'une étrangeté profonde, comme conçu par un comité qui n'aurait jamais communiqué. Et pourtant, chaque trait insolite était une arme secrète, la clé qui lui permettrait d'ouvrir l'avenir d'une planète où tout le reste mourrait. L'Hystrosaurus possédait des super-pouvoirs taillés pour la fin du monde. Le premier, et le plus important, était son talent de fouisseur. Maître du terrier, il pouvait s'abriter sous terre pendant que la surface brûlait, irradié par les UV et saturé de gaz toxiques. Dans ces tunnels frais et obscurs, il attendait que l'apocalypse passe, vagues de chaleur, pluies acides, atmosphère empoisonnée. Rien ne pouvait l'atteindre. Se cacher, se mettre à l'écart, c'était la stratégie de survie suprême,
et l'Hystrosaurus l'avait perfectionné. Son deuxième atout, son régime. Ce museau étrange n'était pas un défaut, mais un outil redoutable, parfait pour découper les plantes les plus coriaces. Tandis que d'autres herbivores, adaptés aux luxuriantes fougères du Permien, mouraient ce faim, l'Hystrosaurus se nourrissait des maigres végétaux qui résistaient à la pluie acide. Il déterrait racines et tubercules cachés sous terre. Pas difficile, opportuniste. Dans un monde où le banquet planétaire s'était réduit à quelques miettes, être un omnivore végétarien était un billet pour la survie. Troisième super-pouvoir, ses poumons. Sa poitrine en forme de baril abritait un appareil respiratoire puissant, capable d'extraire l'oxygène d'un air raréfié. Dans une atmosphère appauvrie, c'était comme posséder une bouteille d'oxygène intégrée. Habitué à vivre dans des terriers confinés, il supportait aisément un air pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Pendant que d'autres suffoquaient, l'Hystrosaurus respirait sans peine. Ce cochon lézard n'était pas le roi du Permien, ni le PDG de l'évolution. Il en était le discret concierge, le prévoyant qui remplissait son abri pendant que les maîtres du monde faisaient la fête. Quand l'apocalypse survint, les rois moururent, et le concierge hérita de la terre. Et il en hérita vraiment. Dans le chaos qui suivit la Grande Mort, l'Hystrosaurus ne se contenta pas de survivre. Il prospéra. Il se répandit sur les continents vides, profitant d'un monde sans prédateurs ni concurrents. Les paléontologues parlent de taxon catastrophe, une espèce qui fleurit après une extinction de masse. Son succès fut absolu dans certaines régions du Trias précoce. Jusqu'à 95% des fossiles de vertébrés terrestres appartiennent à l'Hystrosaurus. Imaginez parcourir un continent entier et ne voir qu'un seul grand animal, encore et encore, d'immenses troupeaux de ces cochons tortues traversant un paysage rouge et désertique, maîtres incontestés d'un monde brisé. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'il faut pour survivre à la fin du monde? Pas la force. Les puissants gorgonopsiens étaient de mort. Pas la taille. Les colosses herbivores avaient disparu. Pas l'hyperspécialisation. Les maîtres de chaque niche avaient été balayés. Le secret, c'était d'être généraliste, assez bon en tout, sans être parfait nulle part. L'Hystrosaurus était l'ultime touche-à-tout. Il pouvait creuser, marcher, se nourrir de presque tout. Dans un monde où les règles changeaient chaque jour, cette souplesse était vitale. Bien sûr, il n'était pas seul. Dans l'ombre, d'autres petites créatures trouvèrent elles aussi un chemin. De minuscules reptiles, pas plus gros qu'une souris des champs, traversèrent la tempête. C'étaient les archosaures, les lézards dominants, ancêtres des crocodiles, des ptérosaures et de la plus célèbre des dynasties, les dinosaures. Et cachés dans des terriers aux côtés de l'Hystrosaurus, un autre groupe s'accrochait à la vie, les derniers synapsides, nos propres ancêtres lointains, devenus petits, nocturnes, sans doute insectivores. Ils avaient survécu en se cachant et en patientant. Ils avaient perdu le trône, mais pas la partie. Ils portaient la lignée des mammifères à travers le feu, en attendant une chance qui ne viendrait que 180 millions d'années plus tard. Les survivants de la Grande Mort formaient une troupe hétéroclite de marginaux et d'exclus. Les créatures qui vivaient dans l'ombre des géants permiens étaient désormais le seul espoir du futur. Ils avaient gagné la loterie brutale de la survie. Ils avaient hérité de la Terre. Mais cet héritage n'était qu'un monde de cendres et de silence, une planète brisée sous un soleil malade. Ils avaient remporté le jeu de la survie. Commençait maintenant un jeu plus long encore, celui de la création. Comment reconstruire toute une biosphère à partir de ses propres ruines? Les survivants avaient hérité de la Terre. Mais c'était un héritage brisé, un monde de cendres et de silence. Pour les créatures qui avaient traversé le feu, l'apocalypse était terminée. Mais la lutte, elle, ne faisait que commencer. Ils étaient les héritiers solitaires d'une planète fondamentalement détruite. Remporter la partie de la survie était une chose. Il fallait désormais jouer une nouvelle partie, bien plus longue, celle de la création. Comment reconstruire une biosphère entière à partir de ses propres ruines? La réponse est lentement, douloureusement, et sur une échelle de temps presque impossible à concevoir pour l'esprit humain. Le monde après la Grande Mort était un lieu vide,
hanté. Et la preuve de ce vide profond se lit dans ce qui manque au registre géologique. Pendant des millions d'années après l'extinction, une période que les géologues appellent le Trias inférieur, un phénomène étrange se produit. Ou plutôt, quelque chose cesse de se produire. Aucun charbon ne se forme, nulle part sur Terre. Pendant près de 10 millions d'années, les marécages à charbon, qui avaient façonné la planète pendant des âges, disparaissent tout simplement. On appelle cela le fossé du charbon. Les types de plantes qui créaient le charbon, comme les immenses lycophytes, furent si complètement anéantis que le moteur même de la production de charbon de la planète s'arrêta. Imaginez un monde sans forêt profonde et dense, un monde où les producteurs primaires de l'écosystème avaient disparu. Tel était l'univers auquel les survivants devaient faire face. Et l'histoire se répétait dans les océans. Les grands récifs du Permien, ces cités sous-marines vibrantes, avaient disparu. À leur place, un fossé récifal dura près de 15 millions d'années. Les organismes complexes qui bâtissaient ces structures étaient éteints et il fallut tout ce temps pour qu'un nouveau type de créature, les coraux modernes que nous connaissons aujourd'hui, évoluent et entreprennent le lent et minutieux travail de reconstruction des récifs. Durant la vie entière de centaines d'espèces, les océans furent privés de leur cœur. Les grands moteurs de la biodiversité, récifs et forêts, étaient à l'arrêt. La planète fonctionnait sur alimentation d'urgence. Le paysage du Trias inférieur aurait offert une vision monotone, presque étrangère. C'était un monde chaud, sec et instable. Les trappes de Sibérie grondaient encore, relâchant par intermittence lave et gaz, maintenant le climat dans un état de chaos. Les plantes qui avaient survécu étaient des pionnières, les mauvaises herbes de l'apocalypse, des fougères tenaces, des plantes à graines résistantes et d'étranges lycopodes en forme de plumes couvraient la terre d'un tapis bas et broussailleux. Pas de grandes forêts, seulement d'immenses plaines rougeâtres, ponctuées de végétation rabougrie. Et parcourant ces plaines désolées, vivait un seul animal, l'Istrosaurus. L'abondance même de cette créature raconte l'histoire d'un écosystème brisé. Dans un monde sain, la vie forme une pyramide complexe. Au Trias inférieur, cette pyramide s'était effondrée en un unique pilier trapu. La planète n'était plus un jardin complexe. C'était devenu une immense friche planétaire, habitée par une espèce de cochon-lézard qui se répétait à l'infini. Mais la nature a horreur du vide. Et dans ce monde post-extinction, un champ d'opportunités évolutives d'une ampleur sans précédent s'était ouvert. Les grandes dynasties synapsides avaient disparu. Chaque niche écologique majeure, grand herbivore, prédateur suprême, omnivore de taille moyenne, était vacante. C'était une page blanche, une chance pour une nouvelle forme de vie de marquer son empreinte. Et les candidats au nouveau trône du monde étaient, encore une fois, les ignorés, les survivants de l'ombre, les archosaures, les lézards dominants. Durant le Permien, ils étaient petits, agiles, des acteurs secondaires constamment dominés par les synapsides. Mais ils avaient survécu à la Grande Mort, et ils possédaient des adaptations parfaites pour le monde dur et brisé du Trias, un système respiratoire plus efficace, un atout immense dans une atmosphère pauvre en oxygène, une meilleure conservation de l'eau, cruciale sur une planète chaude et aride, et une posture unique, dressée, qui leur permettait de se déplacer plus efficacement que les reptiles à des marches étalées du passé. Tandis que le monde sombrait dans le chaos, les archosaures évoluaient, discrètement, patiemment. Pendant des millions d'années, ils restèrent petits. Mais à mesure que la planète commençait lentement à guérir, que les forêts revenaient et que les rivières se stabilisaient, les archosaures se diversifièrent. Ils envahirent les rôles laissés vides par les synapsides. Certains devinrent de féroces prédateurs crocodiliens dans les rivières. D'autres grandirent, devenant les nouveaux herbivores dominants des plaines. Et un groupe développa une stratégie particulièrement efficace. Ils devinrent rapides, bipèdes et terriblement efficaces en chasse. C'étaient les premiers dinosaures. Il y a environ 230 millions d'années, soit 20 millions d'années après la Grande Mort. Ces nouvelles créatures firent leur entrée discrète sur la scène.
elles n'étaient pas les géants que nous imaginons aujourd'hui. Les animaux comme Eoraptor, le pilleur de l'aube, n'étaient pas plus grands qu'un grand chien. Agiles et rapides, ils chassaient probablement les petites créatures désormais abondantes dans les écosystèmes en reprise. Leur arrivée ne fut ni grandiose, ni dramatique. Un mouvement silencieux et opportuniste, fait par les enfants des cendres. Ils étaient une nouvelle forme de vie, née de la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue, parfaitement adaptée à l'univers qu'elle laissait derrière elle. Ils allaient inaugurer une dynastie qui durerait 160 millions d'années. Mais qu'en était-il de nos propres ancêtres? Qu'en était-il des rares synapsides qui avaient survécu aux côtés de l'Hystrosaurus? Leur histoire est celle d'une endurance tranquille et patiente. Ils avaient survécu à l'extinction, mais ne purent triompher de la reconquête. À chaque tournant, ils furent surpassés par les archosaures en rapide évolution. Les dinosaures et leurs proches s'approprièrent le jour. Alors nos ancêtres accomplirent quelque chose de remarquable. Ils s'adaptèrent à la nuit. Ils devinrent de petites créatures nocturnes, insectivores. Ils développèrent une fourrure pour se maintenir au chaud dans la fraîcheur de l'obscurité. Leur ouïe et leur odorat devinrent incroyablement aiguisés. Leur cerveau commença à traiter l'information d'une nouvelle manière, construisant une carte mentale d'un monde perçu par le son et l'odeur plutôt que par la vue, pendant 150 millions d'années, tandis que les dinosaures régnaient sur la Terre. Nos ancêtres vécurent dans leur ombre. Toute notre lignée, la grande dynastie synapside, autrefois maîtresse incontestée du monde, passa du manoir au sous-sol. Ils étaient ces créatures qui se faufilaient dans le sous-bois, se cachant des titans qui arpentaient la planète. Mais ils survivaient, ils attendaient, ils conservaient le plan secret des mammifères, le perfectionnant dans l'obscurité, le transmettant au fil de centaines de millions de générations, guettant un nouveau lancer des dés cosmiques, une autre grande extinction qui leur offrirait enfin la chance de reprendre le trône. La vie était revenue, pas la même que celle perdue, mais quelque chose de nouveau, de différent, forgé dans le creuset de l'Apocalypse et modelé par les opportunités d'un monde vacant. La planète avait refermé sa plus grande blessure, mais la cicatrice resterait à jamais, gravée dans la roche, dans l'atmosphère et dans l'ADN de chaque être vivant qui suivit. Un rappel que la vie peut endurer l'inimaginable, et un avertissement, un écho venu d'il y a 252 millions d'années, porteur d'un message qui nous est destiné. La vie était revenue. Des cendres de la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre, un monde nouveau était né. Les dinosaures, enfants de l'Apocalypse, entamèrent leur longue marche vers un règne qui durerait 160 millions d'années. Dans l'ombre, nos propres ancêtres minuscules, recouverts de fourrure, enduraient, portant l'héritage des synapsides vers un futur qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La planète avait guéri sa blessure la plus profonde, mais la cicatrice demeurait, une leçon permanente gravée dans les fossiles, dans la chimie des roches et jusque dans l'ADN des survivants. C'est une leçon de perte inconcevable, mais aussi d'une résilience inimaginable. Et c'est un avertissement, un écho venu d'il y a 252 millions d'années, porteur d'un message destiné directement à nous. Car la vérité terrifiante est que l'histoire de l'extinction du Permien n'est pas seulement un récit du passé, c'est un récit du présent. Les mêmes forces qui ont déclenché la Grande Mort, les mêmes mécanismes qui ont poussé la planète au bord de l'anéantissement, sont de nouveau à l'œuvre aujourd'hui, tout autour de nous. Mais cette fois, le catalyseur n'est pas un volcan. C'est nous. Nous vivons dans l'ombre du fantôme du Permien. Regardons les preuves. Le premier tueur du Permien fut une injection massive et prolongée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par les trappes de Sibérie, provoquant un réchauffement climatique incontrôlable. Aujourd'hui, en seulement 2 siècles, l'activité industrielle humaine, la combustion des énergies fossiles, a relâché des centaines de milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, faisant grimper les températures à un rythme plus rapide que presque tout ce que l'on observe dans les archives géologiques. Les trappes de Sibérie étaient un phénomène naturel. Nous sommes devenus, nous,
une force géologique. Nous sommes le nouveau supervolcan. Le deuxième tueur fut l'acidification des océans. Le dioxyde de carbone issu des éruptions se dissout dans les mers, les rendant corrosives et dissolvant les coquilles de créatures innombrables. Aujourd'hui, nos océans absorbent environ un tiers du CO2 que nous produisons, et ils s'acidifient à un rythme alarmant. Les grands récifs coralliens de notre époque, ces cœurs vibrants de nos océans modernes, blanchissent et meurent. Ils subissent la même agression chimique qui détruisit les immenses récifs du Permien, il y a 252 millions d'années. Nous empoisonnons nos propres mers. Le troisième tueur fut l'effondrement des écosystèmes terrestres par la déforestation et la perte d'habitat. Au Permien, c'était dû aux pluies acides et à la chaleur. Aujourd'hui, nous le faisons avec des tronçonneuses et des bulldozers. Le pic fongique, inscrit dans les fossiles, est la signature ultime d'un monde où les forêts ont péri. C'est un avertissement brutal sur ce qui se produit lorsque les poumons verts de la planète sont détruits. Les parallèles ne sont pas parfaits, mais ils sont terriblement proches. La Terre envoie les mêmes signaux d'alarme qu'elle avait envoyés juste avant la Grande Mort. Mais il existe une différence profonde et fondamentale entre hier et aujourd'hui. Les créatures du Permien étaient des victimes innocentes, inconscientes. Elles n'avaient aucune idée de ce qui arrivait à leur monde. Le gorgonopsien qui traquait les plaines mourantes n'avait aucune notion de chimie atmosphérique. Le brachiopode qui luttait pour construire sa coquille dans un océan acide ne comprenait rien au cycle du carbone. Ils étaient de simples passagers sur une planète lancée vers l'abîme. Nous, non, nous sommes la première espèce, en 4 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre, à comprendre les mécanismes d'une extinction massive pendant qu'elle se produit. Nous sommes les premiers capables de lire l'histoire de la planète, de déchiffrer les avertissements inscrits dans les roches anciennes. L'histoire de la Grande Mort n'est pas qu'une tragédie. C'est un manuel d'instruction pour une crise planétaire. C'est un don de clairvoyance, un message envoyé par les fantômes d'un monde disparu depuis longtemps. Il nous dit ce qui se produit lorsque les systèmes qui soutiennent la vie sont poussés au-delà de leur point de rupture. Et il nous dit aussi ce qu'il faut pour survivre. Les vainqueurs de l'apocalypse permienne n'étaient ni les plus grands, ni les plus forts. Ils étaient les plus adaptables. C'étaient les généralistes, comme l'Istrosaurus, capables de changer de régime, de modifier leur comportement et de trouver des moyens de persister dans un monde où toutes les anciennes règles étaient abolies. Voilà sans doute la leçon la plus profonde. Notre survie n'est pas garantie par notre domination passée, mais par notre flexibilité future. Notre intelligence, notre technologie, notre capacité à coopérer à l'échelle mondiale. Voilà les équivalents modernes du terrier et du régime opportuniste qui ont sauvé les rares survivants. La question est de savoir si nous les utiliserons. La reconstitution après la Grande Mort apporte une autre leçon sévère. La planète a guéri, la vie est revenue. Mais il fallut plus de 10 millions d'années. 10 millions d'années pour que les forêts repoussent, que les récifs se reconstruisent, que la toile complexe de la vie se rétablisse. Les conséquences de nos actions actuelles ne se feront pas sentir sur une saison, une décennie ou une vie humaine. Nous prenons des décisions qui auront des répercussions géologiques, façonnant l'avenir de la vie sur cette planète pour une durée presque inimaginable. En fin de compte, l'histoire de l'extinction du Permien est l'histoire ultime de nous-mêmes. Le fer dans votre sang a été forgé au cœur d'une étoile, mais la résilience de votre ADN a été forgée dans les feux de la Grande Mort. Notre propre lignée, les synapsides, a failli être anéantie, réduite de souverains du monde à de petites créatures furtives de la nuit. Mais elle a tenu bon, elle a survécu, et cet acte d'endurance tranquille et patiente, ce refus de disparaître face à des probabilités impossibles, est la raison pour laquelle les dinosaures n'ont pas régné pour toujours. C'est la raison pour laquelle les mammifères ont eu leur chance. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Un être conscient, capable de contempler cet immense gouffre de temps et de comprendre l'histoire de votre propre existence improbable. Nous sommes les enfants des survivants. Voilà le véritable écho du Permien. Cette histoire n'est pas seulement un avertissement sur la fragilité. C'est un témoignage de la force incroyable de la vie elle-même. Un rappel que,
Même dans l'heure la plus sombre, sur une planète devenue cauchemar, la vie trouve un chemin. La grande question de notre époque, la question qui définira notre héritage, est de savoir si nous avons suffisamment appris du silence de ce monde disparu pour ne pas le répéter. Il y a 252 millions d'années, la planète s'est tue. Nous sommes la première espèce qui peut choisir si cela se reproduira. L'histoire de la vie est une histoire de survie. Le prochain chapitre nous appartient.